Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 30 minutes IA et tourisme, le podcast vidéo qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et au tourisme et à toutes les nouveautés. Alors toujours avec les mêmes compères, donc je suis Jean-Luc Boulin, avec le plaisir d'être aux côtés de Jean-Philippe Duchesneau, entrepreneur à tourisme et éco-récréo au Québec, avec Nicolas François qui est directeur digital et fondateur de la newsletter IA Tech and Travel Café, je l'ai dit dans le bon ordre. Benoît Dudragne, conférencier spécialiste de l'IA au sein d'ID Réseau. Et puis aujourd'hui, une invitée, nous avons la joie et le plaisir d'accueillir Chloé Reslan, maître Reslan, euh, avocate en droit du tourisme au sein du cabinet Adeona Avocat. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors Adeona, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est la déesse des voyageurs, c'est ça? Ouais, c'est celle qui veillait sur les voyageurs qui rentraient de voyage, puisqu'il y a Abéona aussi qui veillait sur les voyageurs qui partaient. On trouvait Adéona plus jolie, j'avoue. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup, Chloé. Alors, dans cette émission, on va avoir trois grandes sessions, trois grands temps. Au départ, on veille les nouveautés de ChatGPT autour de la mémoire, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dont va nous parler Jean-Philippe. Après, on va parler, et c'est vraiment le cœur de notre émission de propriété intellectuelle dans l'intelligence artificielle. Et enfin, on s'intéressera à la nouvelle fonction créer une image de ChatGPT, qui est assez hallucinante. Donc, si vous en êtes d'accord, on démarre. Jean-Philippe, nouveauté chez ChatGPT, c'est les fonctionnalités qui permettent de mémoriser. L'outil mémorise de plus en plus de choses et c'est assez performant. Oui, exactement. Donc, avant, on avait deux moyens de garder certains éléments en mémoire. Donc, on pouvait lui dire, garde telle et telle information en mémoire, et là, il pouvait la conserver, et chaque fois qu'on lui posait des questions d'une conversation à l'autre, il pouvait nous sortir l'information. On pouvait également lui donner des instructions personnalisées au départ, mais d'une conversation à l'autre, il n'était pas capable de retenir l'information. Donc, par exemple, de lui demander de quoi est-ce qu'on a parlé la semaine dernière ou est-ce que tu te souviens qu'est-ce que je t'ai dit dans telle conversation, c'était pas possible. Depuis hier, ChatGPT a annoncé que maintenant, la mémoire allait être dans l'ensemble du compte, dans l'ensemble des utilisations d'une conversation à une autre. Donc, si vous avez une conversation et que vous lui demandez d'ajuster le ton, d'ajuster un peu le style d'écriture, bien, l'outil va être capable maintenant, quand vous partez une nouvelle conversation, de s'en souvenir et d'y référer. Et même si vous lui posez une question, par exemple, OK, qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière relativement à tel projet? Bien, il va être capable de vous rappeler cette information-là qui était dans une conversation qui était précédente. Donc, c'est quand même une grosse avancée parce qu'on voit qu'il va être intégré de plus en plus dans notre utilisation. Donc, avant, c'était vraiment conversation par conversation. Donc, on repartait pratiquement de zéro à chaque fois. Là, c'est vraiment plus une conversation complète, 360, ou pratiquement comme un humain, quand on a une conversation, mais il prend l'ensemble du contexte en considération. Donc, je pense vraiment que ça peut amener des avancées quand même assez intéressantes au cours des prochains mois, là, d'être capable d'avoir cette mémoire-là continue. Je pense que ça peut être une belle avancée. Mais ça va quand même pousser, je pense, tout le monde à ne plus avoir de comptes groupés. Puisqu'en Ouais, fait, très souvent, quand on travaille dans les petites entreprises ou dans les entreprises, on dit est-ce que on prend un compte pour chacun ou un compte pour l'équipe marketing ou l'équipe ressources humaines. Mais évidemment, à l'intérieur, on a des profils différents, on a des informations différentes. Et donc là, du coup, ça va être sans doute compliqué à gérer s'il y a des tons différents, par exemple. tout à fait. Donc, si je partage un compte avec Chloé et que là, il se souvient que je m'appelle Chloé et que je lui demande de me rédiger quelque chose et qu'il signe comme étant Chloé, ça risque de faire bizarre un peu et un peu moins utile. Ouais. Donc, je pense que effectivement, Jean-Luc, ça va permettre d'avoir que les gens vont devoir avoir leur propre compte. C'est possible de désactiver cette fonction-là. Donc, pour le moment, pour les personnes qui ne veulent pas qu'ils gardent en mémoire ces éléments-là, ça va être possible de le désactiver. Mais sinon, je pense que ça va être vraiment utile. Vraiment bien hâte de l'essayer dans les prochaines semaines, là. Mais dans tous les cas, on peut imaginer que sur ce qui va être l'avenir, c'est qu'on aura quand même chaque personne pourra avoir son compagnon IA de ce type-là préféré parce que ce sera tellement plus simple qu'il se souvienne de plein de choses. Moi, je, Ouais, je trouve que déjà, c'est un peu ça.
au début que je faisais des prompts pour idéogrammes, je lui spécifiais à chaque fois de les faire en anglais et dans des boîtes à code séparées pour pouvoir faire un copier-coller facile. Aujourd'hui, je lui dis plus rien et automatiquement, Il euh, le fait. il le Ouais, génère en anglais dans des boîtes à code séparées parce que je pense qu'il a retenu en mémoire assez facilement qu'il y avait cette commande-là. Et donc, c'est vrai que petit à petit, ça va être un confort d'usage énorme puisque ouais. on aura cette façon de travailler. Nicolas, je pense que tu allais dire Ouais, quelque non, chose. non, je voulais dire que ouais, ça va être à la fois un confort, puis en même temps, moi, j'ai hâte un peu de voir, parce que du coup, rien qu'avec la mémoire qu'il avait actuellement, c'était une force et parfois un peu compliqué, dans le sens où, au bout d'un moment, il y en a tellement dedans, et vu que tu mènes, si tu t'en sers vraiment au quotidien, il garde plein de choses. Donc, il Ouais, garde tellement de choses, même des trucs, c'était juste une piste, tu es parti sur une piste, tu dis, bon, je garde ça, bon, il le garde finalement. Et quand tu vas repartir, déjà là, j'ai déjà eu des fois c'est pas des déconvenus, mais des trucs où tu dis, mais d'où il sort ce truc? Et en fait, tu vas dans ta mémoire globale, parce que des fois, il a fait sa synthèse, je crois qu'il l'a fait un peu comme il veut, hein. Si tu vas dans ta mémoire globale, il a tous ces petites lignes que tu peux supprimer une par une ou tout vider. Et des ouais. fois, je dis, mais il a gardé ça. J'avais fait un test pour un truc de la guerre 14-18 pour mon père. Il avait gardé ce test-là. Je dis, bon, ok. Donc peut-être que, je sais pas, le ménage à faire dedans va peut-être être un sujet après. Ouais, Ouais, effectivement. sauf s'il va la chercher en fait sur demande. Tu vois, il peut aussi, enfin la question, tu peux aussi lui dire, bah attends, ouais, je voudrais la conversation il y a 2 jours. Mais c'est vrai qu'après, si on a une logique un peu de schizophrénie marketing, tu vois, tu as plusieurs clients, tu as plusieurs façons t'as Ouais, doublement de ta personnalité à ce niveau-là. Et à la fois, moi, dans les paramétrages au départ, je faisais justement attention. Des fois, justement, je mettais pas les instructions personnalisées parce que, en fait, je mettais plutôt des prompts très détaillés et j'avais pas envie d'être pollué par mes instructions. D'accord? Et ça, je l'ai plutôt gardé. Et là, par contre, je trouve que c'est intéressant. C'est aussi une mutation vers une forme d'agent de plus en plus autonome, en fait. D'accord? C'est Ouais. comme, voilà, il commence à avoir une mémoire. Donc, moi, Mais je trouve le top, excuse-moi, juste, c'est si, tu vois, tu as commencé un dossier à 15 jours et tu lui dis juste, ah, au fait, je voudrais juste reprendre le dossier là parce que bon, on n'avait pas fini, tu te rappelles exactement où on en était? Parce que là, j'ai des informations complémentaires, alors je voudrais qu'on parte dans cette direction. S'il est capable de retrouver le truc et de repartir sur le dossier, c'est énorme quand même. Là, Je ça veut dire que. je pense qu'on va arriver là, c'est-à-dire, Mm. ça me fait penser, moi, vraiment à tous ces films américains où on a l'assistante parfaite ou l'assistant du diable s'habille en Prada, qui peut finalement anticiper toutes les demandes, connaît toutes les habitudes de son patron, et finalement anticipe. Là, on risque d'avoir quelque chose demain qui ressemble à ça, quoi. ouais, tout à fait. Et juste Ouais, une Ok, petite question autour de la table, là, tout le monde utilise le personnalisé ChatGPT déjà de base? Il a été rempli par tout le monde? oui. Ah oui. Ouais. Ouais, mais je le décoche de temps en temps. Ouais? Ouais. Ouais. Alors Ok. moi, je Mais, décoche. Tu OK. décoches aussi. Et Moi, Nicolas, tout est éphémère aussi. D'accord. OK. Moi, il est plein, par exemple. À chaque Ça fois, aussi, même ma je l'ai mémoire, fait je dois ça. la vider. Donc, et j'atteins le nombre de maximum. Même dans mes instructions, j'ai dû les réduire. Je ne pouvais pas tout lui donner ce que je voulais, là. C'est vrai qu'il y a la fonction éphémère qui permet aussi Ouais. de parler la mémoire. Et oui, et de ne pas laisser toutes les données. Hein. Mhm. Enfin, attention, Voilà. fonction éphémère, il les garde 30 jours quand même. Et ouais. Ouais, ça c'est sûr qu'il les garde 30 jours minimum, mais bon, c'est mieux que indéfiniment ou Ouais. Bah, jusqu'à s'ils tiennent leurs promesses. Ouais, c'est toujours ça. pareil. Personne n'a la certitude, effectivement. Ben, c'est une excellente transition qui nous permet de passer au sujet que nous allons discuter avec Chloé. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui parce que c'est vrai que cette question de la propriété intellectuelle autour de l'IA, aussi de la fragilité de ces lieux de stockage, de l'utilisation qui peuvent être faite des données personnelles, des sources, hein, est quand même une question qui est posée en permanence, Mhm. que l'on peut se poser en permanence. Cette semaine encore, j'étais avec une illustratrice qui disait, ben non, c'est pas possible, quand on voit ce qui se fait avec créer une image, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ben, peut-être dans un premier temps, Chloé, si tu peux nous brosser un peu le tableau aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, où sont les questions, où sont les certitudes, et puis après, je suis sûr que tous les quatre, on aura plein de questions à te poser. Ouais. Alors, effectivement, je suis ravie déjà d'être avec vous. C'est un honneur d'être l'invité de ce podcast. Quand on parle d'intelligence artificielle et de juridique, il y a en réalité beaucoup plus de questions que ça. C'est vrai que la propriété intellectuelle revient systématiquement, puisque
L'utilisation la plus fréquente aujourd'hui, c'est quand même la génération de contenu, la génération d'images, hein, ça c'est sûr. Mais il y a évidemment la question aussi de la responsabilité des agents conversationnels. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup puisqu'on voit le développement de chatbots, etc. Mais bon, on réserve peut-être ça pour plus tard. Aujourd'hui, on parle de propriété intellectuelle et alors, je ne vais pas faire un cours sur la propriété intellectuelle et plus précisément le droit d'auteur, parce que c'est souvent du droit d'auteur dont on parle, hein, qui protège toutes les œuvres littéraires, donc les créations écrites, mais aussi graphiques, audiovisuelles, sonores, les logiciels, etc. Et le droit d'auteur, ce qui est bien, c'est qu'il s'acquiert sans formalité particulière. Il n'y a pas de dépôt à faire en particulier, pas comme un dépôt de marque, par exemple, du fait de la création de l'œuvre. Mais pour qu'une œuvre soit protégée, il faut que ce soit quand même une œuvre. Et en fait, quand on parle d'IA, il y a deux sujets en droit d'auteur. Premier, c'est les données d'entrée, et le deuxième, c'est le contenu généré, en fait, si on doit schématiser. Les données d'entrée d'abord, parce que la première question qu'on se pose, c'est avec quoi l'IA s'entraîne, en fait, hein, avec quoi elle est nourrie, et est-ce qu'elle viole du coup du contenu protégé ou pas en s'entraînant sur ce contenu et sur ces œuvres. Et ça, la réponse, c'est oui, hein. On sait très bien que l'entraînement se fait aujourd'hui aussi au détriment de certains auteurs. Et en fait, on n'a pas la transparence. On sait que oui, on imagine que oui, mais il manque beaucoup de transparence sur les données d'entraînement. Et donc, il y a potentiellement violation de droit d'auteur à ce niveau-là. Puis la deuxième question, si on schématise, c'est la génération du contenu. Est-ce qu'on peut protéger ce contenu ou pas en tant qu'utilisateur? Et là, la réponse, c'est ça dépend. Alors, petit warning quand même, moi je suis avocate en droit français, d'accord? Donc évidemment, la réponse va dépendre des juridictions. Ça va pas forcément être exactement la même chose au Canada, aux États-Unis, en France. Dans l'Union européenne, c'est assez uniformisé, mais il peut y avoir quand même des petites différences malgré tout. Cela dit, en échangeant avec des confrères internationaux dans pas mal de juridictions différentes, on est quand même sur des droits qui sont assez similaire, c'est-à-dire que pour pouvoir protéger du contenu, il faut que ce soit une œuvre, et c'est-à-dire qu'il faut que ce soit original. Le critère numéro un qui est partagé à peu près partout dans le monde, c'est l'originalité. Et pour que ce soit original, il faut que ce soit créé par un humain. Hein. On ne peut pas considérer, et il y a des juridictions dans lesquelles c'est express, qu'une machine va créer un contenu dit original. Le contenu créé sera le fruit du hasard et non pas l'originalité, c'est-à-dire l'empreinte de la personnalité d'un auteur. C'est ça l'originalité. Et donc, en France, et encore une fois un peu partout, il faut pouvoir démontrer que ce qui a été généré par IA est quand même le fruit de l'empreinte, enfin de la personnalité de l'auteur. Et donc pour ça, il y a pas mal de choses à faire, c'est-à-dire qu'il faut documenter tout son processus créatif. Et alors, comment on le documente? On prouve que déjà, il y avait une vision, donc peut-être un dossier technique, un brief, quelque chose qui montre qu'il y avait une volonté de créer quelque chose de particulier avec une vision spécifique créative. Donc ça, c'est bien de l'avoir documenté. On va documenter tous les allers-retours, donc le prompt évidemment initial qui doit être le plus précis possible, et puis surtout tous les allers-retours avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui compte le plus. Aujourd'hui, on a très peu de décisions dans le monde, hein. Je crois qu'au Canada, on va se prononcer sur la question dans pas longtemps. En France, on n'a pas de décision de justice. Aux États-Unis, on a une décision de l'US Copyright Office qui a accepté de protéger une œuvre générée par IA, mais en réalité largement retravaillée par l'humain, puisqu'il y a eu, je crois, plus d'une trentaine d'allers-retours entre le créateur et ChatGPT. Et donc, c'est en montrant que justement, l'image générée initialement a été retravaillée par aller-retour avec l'IA un certain nombre de fois, puis retravaillée évidemment ou éventuellement avec un outil type Photoshop ou autre plus, j'allais dire plus habituel, en tout cas plus ancien. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai travail créatif sur la photo qui avait été générée initialement suite au premier prompt, que là, le Copyright Office a dit, OK, on peut protéger cette œuvre. Et on estime que ce sera la même solution très probablement en France et probablement ailleurs dans le monde aussi. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, un auteur peut commencer à trouver des moyens de protéger ses œuvres
à Ouais. part de les avoir laissés sur Facebook ou sur Flickr ou sur un réseau social, quoi, en fait. Ouais, alors en fait, à partir du moment où on est auteur d'une œuvre, c'est protégé, mais il faut pouvoir démontrer qu'on est auteur. Et donc, on ne pense pas forcément, parce qu'avant, il n'y avait pas besoin de documenter tout le processus créatif, mais maintenant, avec, c'est plus l'apparition, mais l'adoption massive de l'IA, mais il va falloir pouvoir démontrer que c'est pas l'IA qui l'a généré et que c'est pas juste un coup de chance que la photo soit sympa et qu'elle ait fonctionné auprès du public, par exemple. Et Chloé, une question qu'on a souvent en donnant des formations, c'est souvent l'utilisation de ce qui est généré, notamment. Donc, Ouais, tant au niveau de l'image que du texte. ouais, Donc, les gens veulent savoir, est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le texte qui a été utilisé par ChatGPT ou qui a été utilisé par Midjourney? Donc, ok. quelle est ta Alors là, perspective? Ouais. Là, il y a deux sujets aussi. Premier sujet, c'est qu'est-ce que le fournisseur d'IA m'autorise à faire. Donc, il faut regarder les conditions d'utilisation de la plateforme. Ça, c'est assez basique et c'est vrai dans la vie de manière générale, hein. Les conditions générales, les conditions d'utilisation, il faut les lire. Je sais que c'est pas le plus marrant, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple, alors c'était pas Midjourney, je crois que c'était Sora, mais il faudrait que je vérifie. Souvent, l'exploitation à des fins de loisirs individuels sont autorisées, mais par contre, à des fins commerciales, ça, c'est interdit, sauf abonnement payant. Donc, il faut quand même regarder ce que nous disent les conditions d'utilisation et en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, bah, est-ce qu'on doit avoir une licence payante ou pas? Généralement, c'est le cas, mais pas toujours. Parfois, on a le droit de commercialiser aussi avec une licence gratuite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là qui a trait à la propriété intellectuelle, c'est de savoir si on n'est pas en violation de droits d'auteur, de droits de tiers, sans le savoir. Et là, on revient sur le sujet des données d'entraînement, en fait. Mm. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne sait pas l'image ou le contenu qui a été généré, à partir de quoi il a été généré et de quoi il s'est inspiré ou un peu plus qu'inspiré, en fait, hein, peut-être même un peu copié. Et du coup, il y a un risque qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui totalement qu'il y ait une contrefaçon ou un droit d'auteur qui a été violé quand on reproduit ou utilise les images ou le texte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quand même des éditeurs aujourd'hui, des fournisseurs qui garantissent, alors je pense à Adobe Firefly, c'est l'exemple que je cite à chaque fois, mais il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, vous êtes beaucoup plus experts que moi, messieurs, donnez des exemples, mais qui s'engagent hein, à indemniser les créateurs de contenu, à être propriétaires des contenus qui entraînent l'IA, et donc à se prémunir contre ce risque de violation de droits des tiers. C'est évidemment pas le cas de ChatGPT aujourd'hui, sinon on le saurait. En revanche, ce qui est intéressant quand même de noter, je trouve, c'est que le règlement européen sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, oblige les fournisseurs d'intelligence artificielle générative, enfin, à usage général, à se conformer à la politique européenne sur le droit d'auteur. Donc, il va falloir que OpenAI et tous les autres hein, démontrent qu'ils sont conformes. Et pour ça, il va falloir qu'on ait des éléments sur les données d'entraînement et qu'on voit un petit peu ce qu'ils ont à nous proposer. Donc, ça devrait aller de mieux en mieux, aller dans le bon sens, puisqu'ils vont devoir tous se conformer, en tout cas, tous ceux qui se dirigent vers l'Union européenne, au moins. Ouais. Mais on va avoir un petit peu plus de visibilité sur ce sujet-là, je pense, dans les prochains mois, prochaines années. Et pour le moment, bah, évidemment, c'est mieux de s'orienter vers des outils qui garantissent ne pas être en contrefaçon, mais c'est pas forcément les plus performants ou ceux qu'on a envie d'utiliser. Donc, c'est toujours l'arbitrage à faire. En tout cas, être vigilant. Alors, j'ai pas le nom non plus, mais peut-être que vous l'avez, mais je crois qu'il y a quand même des outils qui permettent de faire une première vérification. C'est-à-dire que, par exemple, on va uploader la photo ou l'image générée et ils vont screener un petit peu ce qu'on va trouver sur Internet et voir si ça se rapproche un peu trop d'une image, par exemple, ou d'un texte. Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance de cet outil, mais ça, Google, Nicolas, c'est dans Google. Tu c'est peux dans glisser tes Google? images dans Google, en tout cas. Après, je sais pas si vous en utilisez Bah, d'autres. bah peut-être. La recherche de Google. Mm. Ouais. Mm. Et Pas mal. après, je vois quand même assez mal. Je suis office de tourisme, je demande de régénérer une vue particulière. Je sais pas, je suis l'office de tourisme de Blois-Chambord, un angle particulier du château de Chambord, photoréaliste. Il y a un photographe qui se dit c'est vraiment l'angle que j'ai pris.
mais comme c'est malgré tout toujours retravaillé, quoi, en fait, Ouais. c'est super Alors, costaud pour se dire, il y a un élément de cette Mhm. photo généré par l'IA qui vient obligatoirement de la prise de vue que j'ai fait le 24 juin 2018. ouais, ça, il y a peu de chance parce que de toute façon, même sans l'IA, aujourd'hui, les photos de paysage, même si elles peuvent être protégées, il faut vraiment démontrer qu'un autre photographe dans la même situation exacte n'aurait pas pris la même photo. Ouais, Nous, d'accord. on a pas mal de litiges comme ça au cabinet, notamment pour des offices de tourisme qu'on représente, hein, on n'est pas contre eux, qui se font attaquer par des photographes ou par les sociétés de recouvrement, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça se fait à très grande échelle, hein, c'est des sociétés de recouvrement, ils screenent un petit peu tous les sites et puis ils vont identifier une photo et ils vont demander une indemnisation de plusieurs milliers d'euros généralement pour une photo qui aurait été mise sur le site internet, soit d'une destination, soit même d'une agence de voyage, peu importe. Et souvent, l'argument qu'on oppose, c'est de dire, bah non, l'œuvre, elle est, bah, c'est pas une œuvre, en fait, c'est pas original. C'est pas original parce que, en fait, quand on tape, je sais pas, euh, château de Versailles sur Google, on a euh, 15 images qui sont similaires en quasi tout point à celles euh, dont vous êtes titulaire. Donc, en fait, il n'y a pas d'originalité. Mm. Donc, IA ou pas IA, effectivement, bon, quand on est sur des photos de paysage, c'est plus difficile. Après, parfois, il y a un angle spécifique, il y a un aménagement spécifique qui est fait pour la photo. Si on est sur une photo, l'exemple typique, c'est une photo de classe où bah, elle a été prise sur le vif. C'est pas le photographe qui a demandé à l'élève de lever la main. Bon, voilà, ça, c'est une jurisprudence qu'on connaît bien. À ce moment-là, n'importe quel autre photographe aurait pris la même photo dans la même situation au même moment. Donc, il faut aussi, et c'est vrai, mettre les choses dans leur contexte et en perspective. Il y a assez peu de chances pour qu'il y ait violation de droits d'auteur ou de droits de tiers sur des photos type paysage, ou en tout cas ce qui est utilisé la plupart du temps dans les offices de tourisme ou destinations ou agences de voyage. Mais il faut faire attention plutôt sur tout ce qui va être, je pense, contenu publicitaire, commercial, marketing, où là, on peut imaginer des choses un peu différentes, quoi. Pas forcément des photos juste de paysage. Mm. Et on Ouais. prend un risque peut-être un petit peu plus élevé, mais on ne peut pas s'en prémunir totalement aujourd'hui. D'accord. Et Chloé, je vais avoir une question pointue et Oula, difficile pour toi. ok, OK, donc, et là, je juste suis pour. chaud. Donc, on a plusieurs organisations des milliers d'organisations qui nous suivent notre podcast, Bien sûr. mais tout ça pour dire, donc, est-ce qu'une organisation devrait avoir des craintes d'utiliser un outil comme ChatGPT pour générer du contenu, pour le publier sur son site web? Et est-ce qu'une organisation, de la même façon au niveau des images, devrait avoir une crainte, même s'ils utilisent dans les deux cas, là, pour ChatGPT payant et Midjourney, par exemple, payant, est-ce qu'une Mhm. organisation devrait ne pas l'utiliser pour générer son contenu qu'ils vont générer en ligne à cause de ces enjeux-là? Alors, moi, j'aime pas le mot crainte. Je pense qu'il faut pas craindre, il faut juste être vigilant. C'est-à-dire que se priver de ces outils-là, à cause du juridique, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut y aller. La révolution est en marche, elle est déjà bien entamée. C'est pas possible d'être autant en arrière parce qu'il y a des craintes juridiques. En revanche, on peut minimiser les risques au maximum. C'est ça l'objectif. Et ça, c'est l'objectif de manière générale dans la vie de toute entreprise, pour moi. On peut pas supprimer totalement les risques, sinon on ne fait plus rien. Et si on ne fait plus rien ou plus grand-chose, on disparaît, quoi. À un moment donné, ça marche pas. Donc, c'est toujours mettre en balance les risques et la pratique et le besoin d'avancer. Donc, là encore, je pense qu'il faut juste éviter de générer du contenu pour générer du contenu sans avoir dit derrière, sans avoir réfléchi à ce qu'on voulait faire, sans avoir regardé, mais ce qu'on aurait fait avant, en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'il ne faut juste pas l'utiliser comme un outil trop facile. Mais là, bah, on était du coup à la Sorbonne avec Nicolas mardi. Les étudiants disaient, bah oui, pour la rédaction du mémoire, on n'ose pas utiliser ChatGPT. C'est pareil en fait. Évidemment que si c'est pour faire rédiger tout le mémoire à ChatGPT sans avoir réfléchi aux enjeux, sans avoir fait des recherches au préalable, c'est pas utile. Donc là, moi, je pense que c'est important d'avoir déjà une charte ou n'importe quel autre document, ou peu importe comment on l'appelle, hein, interne sur l'utilisation de l'IA. Le risque, le vrai risque des entreprises, c'est quand chacun l'utilise dans son coin, pour moi.
C'est-à-dire si chaque salarié a son compte gratuit ou payant, peu importe, dans son coin, l'utilise, génère du contenu, balance quand même des informations plus ou moins confidentielles sur l'organisation aussi parce que là, on est sur la génération de contenu, mais il y a aussi la génération de contenu pas forcément extérieur, mail interne, réponses, etc. Et donc, il n'y a aucune maîtrise à l'échelle de l'entreprise au global sur ce qui est fait, comment c'est fait, et être sûr que bah, voilà, il y a des données qu'on ne va pas insérer dans ChatGPT ou autre, et en tout cas, on ne va pas nourrir l'IA avec, ou alors bah, on va plutôt faire des conversations éphémères sur ce cas de figure-là. Et puis sur le contenu généré en termes d'image pour des campagnes marketing, il faut qu'il y ait une vraie réflexion derrière. On ne va pas aller copier n'importe quel trend sans avoir réfléchi préalablement au risque. On va peut-être regarder sur Google Images ce qui existe. Enfin, c'est des conseils qui sont hyper basiques en réalité et qui seraient les mêmes que ce que j'aurais pu prodiguer avant. C'est-à-dire, on réfléchit un Ouais. petit peu à ce qu'on fait en amont, mais surtout, on évite que chacun fasse les choses dans son coin un peu n'importe comment. Ok. Chloé, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que je suis sur le timing, Maître du temps. maître du temps. Ah, juste, moi, On j'avais une devrait petite s'appeler question. 60 minutes IA et Oui, tourisme. oui. Voilà, on montera Benoît, progressivement. Benoît, Ouais, une question. non, juste rapidement, parce qu'on a beaucoup parlé de l'image et tout ça, mais sur le texte. Parce que là aussi, Pareil, c'est pareil. peut-être plus difficile, non, quand même, à identifier le droit d'auteur sur un texte. Ouais, ouais, beaucoup plus difficile à identifier. C'est sûr que là, bon, il n'y a pas Google Images, mais oui, on ne connaît pas les inspirations. C'est pour ça, moi, je suis vraiment très curieuse de voir ce qui va se passer là dans les prochains mois ou prochaines années concernant la mise en conformité de la politique droit d'auteur des différents fournisseurs, parce qu'ils vont devoir nous révéler quand même pas mal de choses et en même temps conserver tous leurs secrets, hein. Donc, il va falloir trouver cet équilibre qui est assez difficile. Mais oui, oui, c'est très compliqué. Mais il est vrai que toute organisation qui utilise de l'IA pour générer du contenu en sera responsable. Ça, il n'y a pas de doute. On ne pourra pas dire, ah bah oui, mais c'est la faute de ChatGPT parce qu'ils ont utilisé du contenu sans avoir les droits. Je pense que le problème qu'on a de plus en plus et qui va être compliqué, c'est le côté finalement à grande échelle, en fait, je trouve. Mm. C'est comme pour l'histoire des copies, on regardait, enfin, on sait que, je ne montrerai pas ça tout à l'heure avec 4O, mais avec 4O, tu peux faire des fausses facturettes, des faux à une vitesse phénoménale. Tu montes l'original, Oui. même pas besoin d'un original d'ailleurs, mais bon. Et puis, grâce à deux, trois petits prompts, il t'en refait un plus vrai que nature. Le problème, c'est que ça existait avant. C'est comme tu le disais, Chloé, il y a plein de choses avant. Le texte s'inspirer de quelqu'un, tu pouvais le faire, c'était long. Tu lisais, tu pouvais reprendre des formulations d'un livre, de ce que tu avais cité, tout ça, c'était long. Là, le truc, c'est que, et donc, maintenant, c'est à quantité industrielle, quoi. Donc, C'est ça, et à c'est que tu le sais surveiller. pas. Tu le sais pas forcément. C'est-à-dire que autant on pouvait savoir qu'on plagiait un petit peu en reformulant deux, trois Hmm. trucs pour un mémoire ou pour écrire un texte. En revanche, là, on ne sait pas. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est que on est content ou satisfait du résultat généré, on l'utilise, mais quid des données d'entraînement? Aucune idée. Ok, merci beaucoup Chloé pour Oui. cette séquence. On reviendra sur le juridique parce que c'est passionnant. On va passer à l'outil avec ce qui est super, c'est créer une image de ChatGPT. On avait vu Ideogram qui était quand même super puissant et là, avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut aujourd'hui mettre du texte sur les photos et ça marche super bien. Nico, petite démo ou présentation, explication? Eh ben oui, mais avec la surprise du chef, c'est que j'ai un nouveau Mac et mon nouveau Mac n'avait pas les autorisations pour partager. Donc sinon, il faudrait que je redémarre mon Zoom. Voilà. Donc soit il y a quelqu'un d'autre qui peut partager. Alors, je partage moi mon écran. Voilà. Ouais, bah Vous désolé, voyez, je viens de voir ça à voilà. l'instant. Ah bah, Alors, ah bah voilà. voilà, j'explique ce que c'est. Alors, on le sait à force, j'organise un festival des vins bio, biodynamie nature dans mon village. Et donc, je m'occupe du community management, ce qui me permet de tester plein d'outils. Et là, l'idée, c'était, ben voilà, il y avait une tombola pour gagner des bouteilles de vin. Et donc, pour poster le nom des gagnants, en fait, il y a énormément de textes, mais j'ai fait fabriquer le prompt à ChatGPT dans un custom GPT qui connaît les codes graphiques de l'événement.
et qui directement, j'ai dit, ben voilà, Vino Tombola, il y avait 3 gagnants. Valentin a gagné 36 bouteilles, Virginie 24 et Stéphane 12. Fais-moi quelque chose, il m'a fait le prompt, etc. Et donc, du coup, on n'a même plus besoin de passer par la case Canva pour ajouter le texte, c'est directement intégré dans l'image. Et c'est ça qui a dansé fantastique, je trouve. Ouais, Oui, absolument. et la grande nouveauté, en fait, pour quand même en parler, c'est que c'est à partir du 25 mars, ils ont lancé ChatGPT, enfin OpenAI a lancé une nouvelle version de son générateur d'images, qui était jusqu'à présent quand même, entre nous, je pense qu'on peut le dire, assez nul avec Dali. C'était quand même vraiment pas bon à tous les niveaux, le texte, le rendu, l'effet, enfin bref. Et on se posait d'ailleurs encore la question, je crois, dans un des numéros en disant comment ils peuvent être aussi mauvais en fait là-dessus. Je crois quand on parlait d'idéogramme, c'est bizarre. Bah en fait ils ont changé. Alors on se demandait aussi du vrai nom. Est-ce que c'était un nouveau Dali, un ex-Dali, un créer une image? A Ouais. priori c'est créer une image. C'est de la nouvelle fonction. Et bah, quand on est dans 4O, on a la petite fonction dans les 3 petits points, mais alors c'est même pas forcément nécessaire pour moi d'appuyer dessus d'ailleurs, hein. Il Oui, suffit oui, qu'on et écrive on peut faire créer, on peut ouais, écrire créer une image. génère-moi une image ou Et génère-moi une photo et c'est ça parti. marche aussi ça marche aussi en version gratuite quand il n'y a pas trop de monde. Ce qui Ah, est ils l'ont fantastique. réactivé? Oui, ben Ok. d'où le boom des figurines starter, Starter là, pack. Ouais. Je starter pense qu'ils pack. l'ont limité, Nicolas, à 3 générations par jour ou quelque chose comme ça, là. Ils l'ont limité fortement, là, mais c'est Mhm. possible maintenant. Ouais, parce... Et ouais, vas-y, vas-y. c'est possible aussi, puis si vous me permettez juste de partager un instant, Ouais, donc ouais. comme Nicolas parlait, donc c'est les 3 petits points ici, create an image ou créer une image. Vous pouvez y accéder par là. Ce que ça va faire par contre, c'est créer une image à la fois. Quand vous utilisez ces 3 petits points-là, vous êtes aussi capable d'aller dans Sora et dans Sora de créer les images, donc à partir du bas ici. Mais à la seule différence que maintenant, on est capable de pouvoir créer plus qu'une image à la fois. Donc, ça peut vous D'accord. permettre, par exemple, de créer 4 images directement, mais à partir de Sora. Donc là, vous voyez, là, j'avais fait quelques tests pour le plaisir et j'en avais fait un, même ici, là, où est-ce que j'y avais donné ma photo, je lui avais donné le logo de Voile en Voile et je voulais dire j'aime le Québec avec l'emoji du cœur. On dirait ton cousin là. Ouais, je sais Et pas. c'est mon cousin, exact, c'est mon cousin français. Ouais, Hmm. D'accord. Oui, donc ça permet en fait, en passant par Sora, d'avoir les fonctions de plusieurs images. Et c'est vrai exact. que, comme tu le disais sur un post que tu as fait sur les réseaux sociaux, les plateformes concurrentes comme Ideogram ont vraiment du souci à se faire parce que là, intégré à ChatGPT, on a directement la même chose, quoi, en Bah, fait. Et on l'a directement dedans et dommage, je peux pas le montrer, mais comme ça, ça vous invitera ceux qui nous écoutent à faire le test s'ils l'ont pas encore fait. Tu vas dessus, tu mets ton 4O, tu peux faire créer une image dans les 3 petits points. Tu es juste infographie simple et claire pour expliquer le fonctionnement de ChatGPT à des enfants de 10 ans. Juste, voilà, c'était un exemple, hein, tu fais ce que tu veux. Et là, le système, en quelques minutes, alors c'est juste drôle, vous avez vu sa façon de générer? Il a j'avais lu des choses là-dessus, mais il génère ligne par ligne un peu. Enfin, il y a un espèce de rendu global. C'est assez différent de Midjourney ou des autres. Et là, on a un dessin. Vous regarderez vos rendus, vous nous les enverrez voilà, sous la vidéo YouTube. Et là, on a quelque chose, un schéma, une petite infographie avec le texte qui est nickel. Le schéma, il m'a rajouté le logo de ChatGPT nickel dans le truc. C'est parfait, très cohérent. Le petit bonhomme pour expliquer est tout le temps le même. Vous pouvez glisser une photo et lui demander, et là on pourra avoir l'avis de Chloé dans un style bande dessinée pour pas s'appuyer sur quelque chose de précis. Dans les infographies aussi, non, c'est toujours dans ce schéma-là. Les Chloé, moi j'avais une question, parce Mhm. qu'on parlait tout à l'heure, bon, il y avait les starter packs, et il y a eu beaucoup, il y a eu quand même, ça a fait couler beaucoup d'encre sur l'histoire du style Studio Ghibli, Ouais. parce que ça a été lancé tout de suite après, le 25, ils ont lancé ça. Il y a un mec qui a lancé une photo de lui, de sa femme et de son chien sur la plage, avec le style Studio Ghibli. Tout le monde l'a repris parce que c'était très mignon, même chez nous, Emmanuel Macron, 4 jours plus tard, il Ouais. faisait des posts avec du style Ghibli. Euh, En termes de propriété intellectuelle, on n'y est pas, non? Alors, on n'y est pas, oui et non. Alors, en fait, le style en soi, il n'est pas protégeable. En revanche, à partir du moment où on peut rapprocher ça un petit peu trop de personnages existants, de décors existants, là, on est en violation nette du droit d'auteur. Et encore une fois, on y revient, il y a un sujet donné d'entraînement.
parce que, a priori, si on est sur un outil capable de générer des images aussi proches du style du studio Ghibli, c'est que l'outil a été entraîné sur des images du studio Ghibli avec ou sans accord, a priori sans. Alors, je crois pas qu'il se soit exprimé, le studio s'est pas exprimé sur la question et il me semble avoir lu que la ligne de défense, juridique d'OpenAI, c'était de dire, on ne permet pas de s'inspirer d'un style d'un auteur vivant. En revanche, d'un style d'un studio ou d'un auteur décédé, donc à partir du moment où les droits sont tombés dans le domaine public, ça oui. Bon, c'est quand même un peu border, hein, voilà. Et puis effectivement, enfin, je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas d'autorisation, c'est limite. Ensuite, donc ça c'est sur l'entraînement. Les images générées, bon bah là c'est ce que je disais tout à l'heure, en soi, il y a pas, le style n'est pas protégé, mais il y a un risque de contrefaçon à partir du moment où il y a des éléments qui sont identifiables. Donc on reprend un personnage en décor Ghibli, ou à partir du moment où on arrive à démontrer que ça s'inspire un peu trop d'une Et image dans tous spécifique, les, quoi. on parlait des On va, starter packs. Les starter packs, là, le risque, il n'y en a pas en termes de Pas à droit. ma connaissance, non. Là, j'identifie pas de risque particulier, sauf à dire que ça violerait les droits d'un tiers non identifié à date. oui. Enfin, tout le monde faisant des starter packs. Benoît, juste, tu nous montres une réalisation. Non, tu ne nous montres pas de Ouais, réalisation. à la limite, je vais en profiter en plus pour. Et sur les 30 dernières secondes, parce qu'on va arriver à Allez. 35 minutes. Bah, juste, hop. Je sais pas si vous voyez mon image. Voilà, C'est en train d'arriver. Voilà, ouais. 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 ouais, un exemple ici. Mais j'en profite surtout pour montrer qu'il y a un petit outil quand même. Dès qu'on clique sur la photo, là je suis directement sur ChatGPT, on peut aussi sélectionner une zone. Et si je veux modifier une partie, hein, cette personne, le visage, ainsi de suite, hein. En fait, cette photo, la personne, là, elle fait la tête, j'en ai refait une autre, j'ai juste enlevé sa bouche, sa barbe, enfin le bas du visage, et j'ai juste demandé en dessous euh, un prompt hyper ciblé, mets-lui un sourire. Ouais. D'accord? Et là, en fait, elle m'a sorti la même photo avec un sourire, quoi. Voilà. Donc, Et ça, ce qui peut permettre de corriger les textes aussi, etc. c'est ça, exactement. Ouais. Super. On est à 36 minutes, on a largement dépassé. Sur cet exemple de Benoît, on va se séparer pour ce soir en remerciant Chloé très fort pour cette participation. Et à très vite pour une nouvelle émission de 30 minutes IA et tourisme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir.